Alors, dans toute cette effervescence des victoires bretonnes, eh bien, il y a un perdant. Ce perdant, c'est Lambert II de Nantes. Lambert II de Nantes qui, bien que réconcilié avec Charles le Chauve, va tenter en vain de s'implanter dans le Maine. Il sera d'ailleurs tué le 1er mai 852 par Gausbert le Genet, lui aussi décapité un an plus tard par Charles le Chauve sous prétexte d'alliance avec les Bretons. À ce moment-là, donc, il y a eu des problèmes d'invasion scotte et d'invasion viking qui ont obligé Erispoé à se concentrer sur le territoire plus proche de la Bretagne des origines et à conforter son pouvoir sur le pays nantais, y compris le pays de Ré. Et ensuite, Erispoé a poussé jusqu'à la Mayenne. Erispoé avait peut-être l'intention de se rapprocher des Francs. Oui, il a été obligé d'amorcer un rapprochement parce qu'il y avait ces invasions vikings qui mettaient tout le monde en difficulté. Et il a donc limité ses conquêtes jusqu'au fleuve de Mayenne. Il essaye de marier sa fille à Louis le Bègue, et donc un prince carolingien. Et là, ça se passe très 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 mal parce que les gens de son entourage ne veulent pas. Et il va se faire assassiner. Par Salomon. Par Salomon, qui est son cousin germain. Peut-être. Parce qu'on a un des gros problèmes au point de vue généalogique. Salomon va reprendre l'action sur une grande échelle et va imposer à Charles le Chauve d'abord une nouvelle défaite et puis un traité qui va accorder la Mayenne et d'abord et jusqu'à la Sarthe ensuite, qui va également accorder aux Bretons l'Avranchin et également les îles anglo-normandes. Qui est Salomon? Il est cousin d'Erispoé, soit par les hommes, soit par les femmes. On repère sa naissance entre 810 et 820. Il aurait été d'ailleurs élevé par Nominoé. Il est le fils de Rhiwallon, le frère de Nominoé. Par sa naissance, il devrait avoir des terres sur la Bretagne. Terres qui lui auraient été confisquées par les conquêtes d'Erispoé. Charles le Chauve le sait et il a proposé donc ces mêmes terres à Salomon. Ce sont des terres qui se situent peut-être du côté de Nantes et de Rennes. Charles le Chauve ainsi manœuvre habilement parce qu'il crée un conflit larvé entre les deux cousins. D'ailleurs, Salomon va devoir contresigner pas mal d'actes effectués par Erispoé, notamment lorsqu'il engage ces fameuses terres. Alors la problématique du futur mariage entre la fille d'Erispoé et le fils du roi Charles le Chauve va considérablement inquiéter Salomon, parce qu'il risque de perdre justement ces fameuses terres. Peut-être aussi a-t-il des motivations patriotiques, on ne le saura jamais. Il va fomenter un coup d'État contre Erispoé. Il ne va pas le faire tout seul. Il va faire appel à un Franc qui s'appelle Alkmaar et dont la mémoire disparaîtra de celle des hommes. Pourquoi? Parce que Erispoé est un roi puissant, il est sûrement entouré de sa garde, sûrement dans un camp retranché, et sûrement qu'il a aussi, lui, en tant que roi guerrier, la possibilité de se défendre. La date est décidée, on va repérer Erispoé dans sa demeure à Talensac. Talensac, c'est pas loin de Rennes. C'est une demeure qui avait déjà été occupée par d'autres rois bretons. Il faut savoir que Talensac a dans sa toponymie plus de 13% de noms d'origine bretonne issus des premières vagues d'émigration des Bretons. Donc Erispoé y est, on va dire, en toute quiétude. Et c'est une véritable opération commando qui va se dérouler. Et elle réussit, cette opération commando, à tel point que les troupes d'Erispoé sont surprises, que lui-même a juste le temps de s'enfuir de sa demeure retranchée, en dessous de l'église de Talensac, à quelques centaines de mètres, pour se réfugier justement dans cette même église, endroit sacré par excellence. Eh bien, le côté sacré de l'église de Talensac ne va pas du tout impressionner les Francs qui vont sacrifier Erispoé devant l'autel de cette église. C'en est fini, la Bretagne n'a plus de roi. C'est sûrement ce que va se dire d'ailleurs Charles le Chauve, qui va apprendre très vite la nouvelle et qui va mobiliser ses troupes. Il est temps d'agir, il n'y a plus de roi. Eh bien non, Salomon avait préparé son coup, il s'est autoproclamé roi, a rassemblé très vite ses troupes et a fait sa démonstration de force aux frontières de la Bretagne. Depuis 150 ans, la guerre brito-franque est à son paroxysme et les Bretons savent se battre, et pas qu'à cheval, comme nous allons le voir. Marchez. Halte. Rompez.
On a des récits de combat qui durent très longtemps, des batailles qui durent 4 heures, etc. Ce n'est pas 4 heures de combat non-stop. Comme dans toute bataille, même une bataille moderne, il y a des temps dans la bataille, il y a des mouvements, il y a des phases de repli, on se regroupe, on se reforme, on essaye, etc. Donc dans la logique militaire, au temps de Nominoé, une armée mobile, composée d'une grande partie de cavalerie pour se redéployer, se positionner correctement sur le champ de bataille, une partie de fantassins armés avec des boucliers, pour justement bloquer, tenir une partie du champ de bataille pour que le verrou puisse se refermer, quoi. C'est des principes moteurs simples comme le levier, la percussion, des endroits qui montrent que le soldat, ce n'était pas le premier péon venu qu'on donnait un outil et voilà. Oui, voilà. On commence. Voilà, là, je lâche vraiment ici. Ça va, on est dedans? Ok. Donc ça, c'est par rapport au spectacle que vous allez faire. Oui, c'est ça. C'est un bout qu'on est en train de retravailler sur un combat de contrat avec le bouclier. C'est un peu difficile, toi, ça tourne beaucoup, ça demande un peu physique pour un combat de main. On passe au bouclier rond. Ça, on va enchaîner sur... Pourquoi bouclier rond? Là, c'est un bouclier d'entraînement plus léger ou... Alors, non, là, en fait, on est sur un bouclier en écu 14e à peu près. Et là, on va être sur des boucliers, justement, carolingiens, mérovingiens, qui ont persisté aussi pendant toute la période viking, le bouclier rond. Alors, la particularité, c'est qu'à l'époque, on a encore ce qu'on appelle des boucliers avec des manipules. Un héritage de ce qu'on a au niveau des boucliers antiques. Donc la manipule est protégée au niveau de la main par ce qu'on appelle une partie en fer qu'on appelle le umbo. Et donc la manipule permet de faire des rotations pour ouvrir ou fermer le bouclier. Et donc ça, dans l'intérêt, vas-y, on va se mettre en face. Voilà. L'intérêt du combat avec le umbo, c'est vraiment de se caler l'un l'autre pour être vraiment en formation bien placée. Voilà. Donc, ce qui fait que chaque combattant protège la gauche de son partenaire. Ça, c'est vraiment la logique. Et si vraiment on veut être en formation serrée, on s'appuie umbo contre umbo. Voilà, tac. Comme ça, là, on est calé, on est bien calé sur l'autre, et là, vraiment, on peut tenir la ligne de front. Et le bouclier est toujours tenu un peu à bout de bras, avec un léger écart, pour pouvoir justement avoir ce truc-là. S'il est ici, on se le prend, quoi. Alors, c'est pour ça que le bouclier est relativement lourd. Celui-là, il fait 4-5 kg. Et c'est pour ça qu'après, il y a une amélioration que l'on voit sur le bouclier d'Anthony. On a l'apparition d'énarmes. Alors l'intérêt de l'énarme, alors celle-là, elle est à ta taille, mais pas à la mienne, c'est quelque chose qui se passe autour du cou, et ça permet de tenir son arme et de soulager en fait le poids. Parce que là, je peux la tenir, et ça me permet aussi de figer la distance qu'il y a entre moi et ma distance de corps. Donc là, j'ai toujours la même distance de corps. Et ça, c'est apparu tardivement alors, justement, l'énarme apparaît progressivement quand on arrive dans le haut Moyen-Âge. Justement, d'abord pour les cavaliers, parce que c'est pratique pour porter son bouclier. Et l'autre intérêt de l'énarme, c'est quand on peut faire aussi un combat avec une lance. Et par exemple, si je combats avec une lance, le fait d'avoir une énarme, ça me permet d'être protégé avec mon bouclier et de me combattre à la lance. Il porte l'équipement du guerrier des Carolingiens de l'époque. On a au temps du roi Nominoé, on a la lance. Il peut avoir aussi des petits javelots, des javelines. Et on a surtout une épée courte, une épée de côté. Et donc celle-ci est un peu plus tardive, mais on retrouve les principales. Alors celle-là, elle est plus tardive. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une garde. L'épée à cette époque-là a juste une garde en amande. Elle n'a pas une garde aussi prononcée. Ce qui fait qu'au niveau de la protection de la main, une épée mérovingienne, carolingienne n'est pas encore aussi efficace. Ça, c'est une épée qui a été notamment améliorée par les forgerons rhénans, exportée par les invasions vikings. Les épées font 70 pour les plus courtes, 90 pour les plus longues. Pourquoi? Il y a tout simplement une raison au niveau du travail du métal. On ne connaissait pas encore les hauts fourneaux.
Et donc, les épées étaient forgées avec une âme, c'est-à-dire qu'il y avait un noyau ferreux qui était retravaillé, recuit, replié sur lui-même, qui servait de souplesse. Et les tranchants, le double tranchant, était assuré par l'injonction, par reforgeage d'un autre métal avec un autre composite ferrite carboné qui était plus tranchant, mais qui pouvait être rematé régulièrement. Donc les armes n'étaient pas forcément si solides, mais à cause des principes métallurgiques, elles ne pouvaient pas être beaucoup plus longues et beaucoup plus pointues, comme ce que l'on a par exemple à la fin du Moyen-Âge. On a des épées très longues, très pointues, très effilées, pour avoir des coups d'estoc très efficaces. Alors après, la taille est effectivement pratique. Alors avec des tests historiques des historiens, avec des participants qui font notamment des arts martiaux historiques européens, et qui travaillent sur l'archéologie du geste. On travaillait sur les tests de coupe avec un gant-bison. Donc le gant-bison est un vêtement rembourré avec du lin ou d'autres matières et plusieurs couches de laine qui permet d'amortir l'impact. On a remarqué que sur de la coupe franche, le gant-bison offrait une protection efficace. Le problème du gant-bison, c'est que la laine, au bout de les coups arrivent toujours généralement sur les mêmes surfaces exposées, et au bout d'un moment, la laine se coupe et la protection est de moins en moins efficace. Généralement, le garni carolingien a une armure de cuir, soit faite avec des petites plaques, des petites écailles en fait. Si jamais on a un guerrier qui est bien protégé contre les coups de taille, on va vraiment utiliser l'inertie de l'arme pour envoyer avec le plus de vélocité possible la pointe de l'arme. Donc vraiment pour choquer l'adversaire. Ça veut dire qu'il faut vraiment jouer sur le poignet, sur l'inertie de l'arme, puisque le poids est vraiment très vers l'avant. Donc ce qui fait que la pointe peut aller très très vite si jamais on la choque vers l'avant. Donc le principe du combat au bouclier à l'époque, donc quand on est en garde, garde à gauche, puisque le principe, le bouclier, c'est un combat en formation. On essaye d'avoir le bouclier assez loin du corps, puisque le bouclier est une arme de percussion. On va essayer de s'appuyer sur le côté pour ouvrir le bouclier, pour ouvrir la ligne. Donc vas-y, Thibaut, tu vas taper sur le bouclier Vareg. Donc toi, mets-toi bien en garde, bien droit. Voilà, pour montrer. Voilà. Donc on a des coups qui sont vraiment percussifs sur le dessus, sur le dessous, pour vraiment ouvrir, forcer la ligne. Avec la manipule, ça va vraiment obliger à ouvrir la ligne. Quand on porte un coup, on ne fait pas comme dans les films hollywoodiens des années 50-60, c'est-à-dire qu'on ne s'ouvre pas. Au contraire, le bouclier est un cône de déviation, une protection. On essaye de garder toujours d'être protégé par son arme. Donc on passe par des positions qu'on appelle des gardes, qui permettent d'ouvrir des lignes ou d'en protéger certaines. Et dans l'idée, par exemple, je vais attaquer et tout de suite, je vais me reprotéger. Mais je reste toujours, quand j'ouvre, je fais un coup, j'essaye toujours de me protéger. Et le bouclier sert aussi à protéger ma main. Ma main armée est protégée par mon bouclier. Je ne sors pas ma main de la zone de protection du bouclier, puisque là, forcément, si je le fais, faites la démo, les gars. Voilà, donc là, il est protégé. Et maintenant, sors ta main. Voilà. Justement, la qualité d'une armée efficace, c'était une armée entraînée qui savait travailler en groupe et ensemble. Serre le Chauve a battu en retraite, ce qui permettra une fois de plus à Salomon d'agrandir le territoire de la Bretagne.